Bien, les données que je vais présenter ici sont instructives pour deux ou trois raisons. D'abord parce que le Gabon fait partie du bassin du Congo et le bassin du Congo est, comme vous le savez, le deuxième poumon de la planète. Et aussi parce qu'on aura ici l'illustration de ce que l'on doit faire lorsqu'on parle de biodiversité et de diversité linguistique. Quel travail on doit faire dans les langues en danger pour à la fois s'intéresser à la biodiversité et à la diversité linguistique. Tout d'abord, quelques informations générales sur la situation africaine. L'Afrique compte 30% de langues du monde. C'est entre 1500 et 2000. Comparativement, l'Europe n'en compte que 3%. 80% de ces langues n'ont pas de transcription, ne sont pas décrites. Entre 500 et 600 de ces langues sont en danger et 250 risquent de disparaître à très court terme. On s'est très vite intéressé en Afrique, après les indépendances, sur l'introduction des langues nationales dans le système éducatif, mais seulement 10% de ces langues ont été effectivement intégrées dans le système éducatif. Par contre, aucune de ces langues n'est une langue en danger. Cette carte représente ce que l'UNESCO sait des langues en danger dans le monde. Ce qui est frappant ici, c'est que les données du bassin du Congo, dont fait partie le Gabon, sont cruellement absentes, puisque si vous regardez au niveau du Gabon, il n'y a que 2 langues en danger, c'est bien loin de la réalité, donc il y a un travail à faire. Plus généralement, il manque beaucoup de données pour cette partie de l'Afrique. Alors, regardons maintenant la situation précisément au niveau du Gabon. C'est 1 300 000 habitants qui vivent sur un territoire de 267 667 000 km². Donc la densité n'est pas très élevée. Pour vous faire une idée de ce que ça représente, vous prenez tout Lyon, toute la population de Lyon, vous la mettez dans la moitié de la France. Alors cette densité faible a l'avantage peut-être de favoriser la préservation de la forêt, puisque le territoire est encore couvert à 80% de forêt. Il y a une cinquantaine de langues bantoues qui sont parlées dans cette partie de l'Afrique. Alors la famille des langues bantoues occupe toute l'Afrique à partir du Cameroun. Si on prend du sud du Cameroun, la ligne de l'équateur jusqu'en Afrique du Sud. Et dans cette partie-là, il n'y a que des langues bantoues, sauf en Afrique de l'Est et en Afrique australe, où il y a quelques langues khoisan. On pense que les langues bantoues se sont répandues dans cet espace il y a à peu près 4000 ans et qu'elles ont remplacé vraisemblablement les langues des Pygmées. Notre travail à Libreville, en collaboration avec Lyon 2, est d'essayer de retrouver le substrat des langues pygmées et éventuellement quelques locuteurs qui pourraient encore parler une de ces langues qui a disparu. 2 tiers de la population du Gabon vit dans les grands centres urbains et la langue véhiculaire et officielle du Gabon, c'est le français, parce que les locuteurs de la cinquantaine de langues ne peuvent pas toujours communiquer entre eux. Le français sert également de langue véhiculaire. Une situation qui est différente, par exemple, de ce que l'on rencontre en Afrique de l'Est, où le swahili joue le rôle de langue véhiculaire, ou en Afrique occidentale, où le Haoussa joue le rôle de langue véhiculaire, ou encore le Djoula dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Au Gabon, qui connaît une forte immigration africaine, on parle de nombreuses langues, et la situation va être illustrée tout à l'heure. Mais déjà ici, vous avez une idée de la répartition des langues sur le plan historique, les langues du Gabon. Cette carte n'est plus tout à fait vraie. Elle représente ce que la situation a pu être il y a 50 ans. La plupart des langues, comme je le disais tantôt, sont
concentrés de plus en plus à Libreville, sur la côte ouest, et à Port-Gentil, donc les deux grands centres urbains de la capitale, du Gabon. Alors, la situation des langues du Gabon est extrêmement préoccupante puisque c'est un pays de faible densité. Le quart des langues a moins de 10 000 locuteurs, plus de la moitié des langues a moins de 5 000 locuteurs. Une dizaine de langues ne comptent que quelques centaines de locuteurs. On constate de plus en plus des langues qui disparaissent, comme l'Evia. L'Evia est une langue intéressante pour nous parce que nous avons travaillé sur cette langue dans le cadre des recherches que mène le laboratoire de la dynamique du langage du CNRS à Lyon. Et c'est un exemple de collaboration entre un vieux monsieur qui s'intéressait à sa langue et qui avait commencé à transcrire les données de cette langue et qui s'est rapproché de la communauté des linguistes, notamment de Lolke van der Ven de l'Université de Lyon. Et ensemble, ils ont pu faire un dictionnaire. La langue est maintenant bien documentée, même si on n'est pas sûr qu'elle va être complètement revitalisée. Nous assistons à la mort en direct de certaines langues et le cas qui me vient à l'esprit est celui de l'Enenga, une langue qui était parlée encore il y a une dizaine d'années sur une île au large, à 50 km de Lambaréné au centre du Gabon. Et les derniers locuteurs de cette langue que j'ai rencontrés il y a 10 ans sont morts. J'y suis retourné, il n'y a plus de locuteurs de cette langue. Donc pour cette langue, on n'a que quelques cassettes que j'avais enregistrées il y a une dizaine d'années. Comme je le disais tout à l'heure, l'exode rural favorise la montée des populations vers les deux centres urbains. Et les langues locales qui sont donc parlées dans les centres urbains s'acclimatent dans ce milieu. Et une des conséquences, c'est que le lexique qui renvoie au monde rural n'est plus du tout pratiqué. Donc, il y a une grande menace de perte de ces informations sur les noms des plantes et des animaux. Je disais qu'on peut apprécier la vitalité ou le multilinguisme à Libreville, notamment dans les marchés. Les marchés sont des révélateurs importants du multilinguisme en Afrique. On y entend beaucoup de langues, ce qui n'est pas la même situation dans les marchés ici. Et vous allez, dans le document qui va passer pendant quelques secondes, entendre 4 langues, notamment du français, des langues du Cameroun, des langues du Nigeria, des langues du Sénégal et quelques langues en danger du Gabon. Alors, évidemment, dans une situation telle que celle que nous venons de décrire, il faut faire des choix. On ne peut pas, vu les moyens qu'on a, vu le nombre de personnes qui s'intéressent à ces choses-là au Gabon et avec nos collaborateurs à Lyon, on ne peut pas tout faire, donc on hiérarchise les projets, les priorités. On pense qu'il faut essayer de décrire toutes les langues dont les locuteurs sont en nombre réduit. On pense qu'il faut privilégier les langues dont l'importance typologique est avérée. On pense qu'il faut privilégier les isolats ou plus généralement les langues importantes pour le comparatisme linguistique. Ça, c'est 3 critères qui sont admis par tout le monde, y compris par l'UNESCO. Moi, j'y ajoute un 4e critère. Il faut accorder une attention particulière pour les lexiques spécialisés, notamment la faune et la flore, quand les langues sont en danger. Alors, dans quel environnement ces langues évoluent? On parle de plus en plus, et collègue Greenwald vous a donné un aperçu de la relation qu'il y a entre la diversité linguistique et la biodiversité. On parle, disait Rosenmil tout à l'heure, de bioculturel, de bioculture. On analyse en fait la relation entre la diversité linguistique et la biodiversité de plusieurs points de vue. Déjà, on essaye de voir dans quelle mesure ce qu'on appelle la biosphère, donc ces toiles qui relient les écosystèmes, peut être comparé au réseau de langues dans le monde, ce qu'on appelle la logosphère. On peut étudier la corrélation de la perte de la diversité dans chacun des domaines, et le cas des pygmées est intéressant. Les pygmées vivent dans la forêt. On assiste de plus en plus à la déforestation. Ils ont perdu leur langue,
la plupart d'entre eux, mais ils ont conservé leur culture parce qu'à côté des Bantous, des Grands Noirs, qui sont essentiellement des agriculteurs, ils ont conservé leur mode de vie, qui est celui des chasseurs-cueilleurs. Donc on voit bien que les différents aspects de la bioculture peuvent évoluer différemment. L'exemple des Pygmées est très intéressant de ce point de vue. Alors, il est important de savoir que l'UNESCO a classé les régions du monde en 900, à peu près 900 régions écologiques, dont 230 sont importantes pour la viabilité écologique de la planète. Il est important d'étudier comment les populations traditionnelles qui vivent dans cet environnement structurent l'univers biologique. Il est important de savoir comment l'étude des noms, donc des dénominations, révèle des stratégies de catégorisation. Finalement, il est important de savoir comment la connaissance des langues et des cultures des autochtones peut contribuer à la préservation de la faune et de la flore. Alors, comment le problème se pose précisément au Gabon? Au Gabon, c'est 800 km de côte, 80% de forêt, je le disais tout à l'heure, un vaste réseau hydrographique dominé par un fleuve, le Goué, de 1200 km². Dans cet ensemble, il y a 188 espèces de mammifères sur les 4000 qu'il y a dans le monde. Il y a près de 700, donc 680 espèces d'oiseaux sur les 10 000 recensées dans le monde. Il y a 300 espèces de poissons d'eau douce sur les 5000 recensés dans le monde. Alors c'est une biodiversité très riche pour la superficie. Dans certains cas, on a des chiffres bien supérieurs à ce que l'on observe pour beaucoup de régions d'Europe. Cette biodiversité a conduit le gouvernement à consacrer 11% du territoire national au développement durable par la création de 13 parcs nationaux. Et nous pensons qu'il y a une porte d'entrée ici pour la sauvegarde des langues. Donc les 13 parcs nationaux qui sont créés aujourd'hui au Gabon, qui existent, devraient nous permettre de faire comprendre aux autorités qu'on peut également sauver les langues en sauvant les plantes et les animaux. Finalement, la faune et la flore du Gabon ont été relativement bien préservées. Pour maintenir cet équilibre, il faut intégrer les savoirs et les savoir-faire des autochtones dans les programmes de conservation de la nature. Il faut sauver les langues qui encodent des milliers de noms d'espèces, qui sont des indices de catégorisation, mais aussi des méthodes de gestion traditionnelle des écosystèmes. Alors, je pense ici à deux exemples clairs de méthodes de gestion traditionnelle des écosystèmes. On a en Afrique ce qu'on appelle des forêts interdites. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus qui montrent que si justement les populations, à certains moments de la saison, n'y allaient pas, c'est parce que c'était un moyen de réguler l'écosystème. De la même manière, une étude serrée des tabous, des croyances alimentaires permet de comprendre comment ces sociétés régulaient les écosystèmes. Donc les langues locales sont les témoins de cette biodiversité et les populations traditionnelles ont des méthodes qui doivent être intégrées de plus en plus par tous les programmes qui s'intéressent à la préservation des écosystèmes. Et nos préoccupations, évidemment, sont celles qui sont reprises au plus haut niveau et à l'UNESCO, notamment par son directeur général qui disait que le revirement des tendances actuelles sur la perte et la dégradation de la biodiversité serait uniquement possible si elles sont abordées par une approche intégrée et interdisciplinaire combinant différents domaines, notamment l'éducation, la science, la culture et la communication. Les langues ont leur place dans ce projet. Un exemple qui montre qu'il faut vraiment tenir compte des connaissances des populations traditionnelles pour la préservation des écosystèmes. On a découvert en 1984, du moins la communauté scientifique, une espèce de singe qu'on appelle le cercopithèque à queue de soleil. En 1984, cette espèce de singe, les Pouvis, qui sont une population qui vit au centre du Gabon, la connaissent depuis toujours, l'appellent Mbaya. Et les primatologues qui se sont intéressés à la région ne s'étaient jamais rapprochés de cette population-là. Et ce n'est qu'en 1984 qu'éclairé un primatologue a pu se rapprocher de cette population. On a perdu du temps. On aurait pu déjà, il y a plusieurs années, identifier cette espèce de singe-là par une collaboration beaucoup plus franche avec les populations locales. Ce que je dis du cercopithèque à queue de soleil est valable pour le Koulou-Kamba. C'est un chimpanzé qui a des oreilles particulières, disent les populations autochtones,
qui marche souvent en station bipède et qui a une couleur particulièrement sombre. Cette espèce a été décrite la première fois par un explorateur qui s'appelle Paul Duchahu, qui est méconnu, mais qui a beaucoup apporté à la taxinomie, puisqu'il y a 150 ans, il a été le premier à décrire les gorilles. Il a été le premier à décrire plus généralement le milieu naturel du Gabon. Et Paul Duchahu était convaincu, comme les chasseurs avec qui il discutait, que le Koulou-Kamba était à côté du chimpanzé commun, une espèce de chimpanzé particulière. Les primatologues l'ont suivi pendant longtemps, mais aujourd'hui on pense que c'est une variété du chimpanzé commun. Notre point de vue à Lyon et à Libreville, c'est qu'il faut davantage de discussions avec les chasseurs, parce que nous sommes repassés 150 ans dans la même région que Duchahu avait visité. Nous avons discuté avec les chasseurs, ils sont formels, le Koulou-Kamba est une autre espèce. Cet été, nous avons une mission dans le Fernavage, dans cette région du Gabon, et une mission mixte avec des généticiens, des biologistes et des anthropologues. Nous allons continuer à travailler là-dessus parce que nous pensons que le débat n'est pas clos. Toutes ces données-là, nous envisageons de les mettre sur des bases de données accessibles sur web, mais nous pensons aussi réaliser, et nous réalisons déjà des encyclopédies multilingues, dont la réalisation effective nécessite que plusieurs conditions soient remplies. D'abord, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, mais nous l'avons éprouvé véritablement, il n'est pas possible de travailler sur des lexiques spécialisés sans la collaboration de spécialistes d'autres disciplines, notamment les biologistes pour l'identification des animaux. Il est évident qu'une meilleure connaissance et une meilleure étude du rapport entre la biodiversité et la diversité linguistique passe par une identification rigoureuse et stricte des spécimens, des organismes vivants. La collaboration entre les laboratoires du Nord et du Sud, et nous l'avons éprouvé, est nécessaire, se traduit par des échanges, par des missions communes sur le terrain, par des séjours dans les laboratoires. Ça a été une condition de réussite de ces travaux dont nous allons montrer les résultats. Évidemment, travailler sur les organismes vivants, ça demande beaucoup de moyens, et nous avons bénéficié de plusieurs soutiens sur lesquels je vais revenir vers la fin. Une des conditions sur laquelle je vais insister, c'est le retour de l'information vers les autochtones. Quand on travaille sur du long terme, dans des régions comme ça, il faut intéresser les autochtones, il faut les associer à ce que l'on fait. Et quand on repart sur le terrain, les autochtones sont souvent contents de nous dire « Vous êtes revenus, on voit ce que vous faites de nos données ». Il faut bien savoir qu'un scientifique qui part et qui ne revient pas sur le terrain ne fait pas du bon boulot pour ceux qui vont les suivre. Le travail sur le terrain consiste à enregistrer les données linguistiques, non seulement les noms, mais aussi les proverbes, les contes relatifs aux animaux, à dessiner, à photographier les spécimens. C'est ce qui permet aux naturalistes d'identifier éventuellement les espèces en laboratoire, à défaut de pouvoir les identifier définitivement sur le terrain. Ces données, il faut les valoriser, pas seulement les laisser dans les tiroirs de scientifiques, par la publication de posters, des albums, des bandes dessinées, mais surtout, il faut intégrer ces connaissances dans des programmes de sauvegarde du patrimoine naturel. Je parlais tout à l'heure des parcs nationaux du Gabon. Il n'est pas normal que les pygmées ne soient pas associés à ces parcs, que les populations locales ne soient pas associées à ces parcs. Une meilleure manière de les associer, c'est de s'intéresser à leurs méthodes de gestion traditionnelles. C'est aussi, qui passe évidemment par la description de leur langue. Et un domaine qui nous intéresse particulièrement, c'est l'utilisation de ces données pour la reconstitution des trajets migratoires. Avec le nom des animaux, nous parvenons à reconstituer l'histoire des Bantous pour des périodes touchant parfois 10 000 ans et à les croiser éventuellement avec les données des généticiens et d'autres sciences historiques. Le résultat, ça donne 40 noms de poissons d'eau douce par langue, ce qui fait à peu près 2000, environ 60 noms de mammifères par langue, ce qui fait à peu près 3000, 60 noms d'oiseaux par langue, ce qui fait à peu près 3000. Donc il y a un peu plus de 7000 noms de poissons et de mammifères dans les langues du Gabon. Ces données ont été organisées dans une base de données dont vous avez l'adresse et qui est accessible sur mail. Je vais tout de suite vous montrer rapidement comment on y accède. Les poissons, on peut avoir la prononciation dans différentes langues. Par exemple, les lois. Ça, c'est un enregistrement du Baka, c'est une langue de pygmée, on voit très minoritaire au Gabon. Donc, on a comme ça pour toutes les langues des données.
Odou, Adou, On peut prendre d'autres espèces. Bouba, Boubao, Alouba, Malouba, Nyangi, Anyangi, Il y a aussi des informations sur les généralités, la distribution des ethnies. Donc le temps est compté, je ne vais pas insister là-dessus. L'adresse est sur le net. Bref, ce que je voulais dire, c'est que l'exubérance de la vie, c'est ainsi que le docteur Schweitzer parlait de l'Afrique tropicale, est manifeste lorsqu'on s'intéresse au nom des poissons, des animaux, des mammifères au Gabon. Mais ce n'est pas tout. Elle se manifestera aussi lorsqu'on étudiera les noms des insectes, les noms des plantes, les noms des reptiles. Et c'est le début d'un nouveau projet que nous avons commencé, en sachant que nous sommes dans la situation des médecins sur le champ de bataille, qui a plusieurs malades et qui sait que certains vont passer, mais nous faisons tout pour sauver ceux qui voudront bien participer à cette sauvegarde. Je vous remercie et Soro Soro.